Chers amis, bonjour. Le processus créatif demande beaucoup d'efforts. Il demande de s'arracher les tripes et parfois c'est un effort considérable, un effort d'organisation, de concaténation des idées, un tri, sortir les thématiques intéressantes, du moins supposément intéressantes, je l'espère. Et c'est un long effort. Parfois ça coule de source, parfois c'est plus difficile. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'Amando de Osorio, un réalisateur espagnol des plus originales, avec le premier film de sa quadrilogie consacrée aux Blinded, les Templiers morts-vivants. Et ce film a d'emblée été très fortement censuré. Sa version censurée a été remontée, édulcorée de tous les passages les plus sulfureux. Mais heureusement, il y a une boîte américaine qui l'a ressorti dans sa version censurée et sa version intégrale en espagnol, sous-titrée en anglais. Alors, cette édition que je vais vous montrer est en zone 1, donc attention, si vous avez un lecteur DVD qui ne lit pas les zones 1, vous pouvez encore essayer de le lire sur votre ordinateur. Il y a des programmes qui permettent de lire toutes les zones. Voilà, donc je voulais vous parler du premier film de cette stupéfiante quadrilogie de Amando de Osorio qui s'appelle Tombs of the Blind Dead. Voici l'édition Blue Underground qui est sortie en 2005, il y a déjà 18 ans, 19 ans. Voici le verso. Donc Blue Underground, comme ça, ou comme ça. Blue Underground a sorti un coffret en forme de tombe de Templiers avec un haut en forme d'hexagone, pentagone, et le reste comme une tombe. Et dans ce coffret, il y avait donc les 4 films, plus un DVD sur le réalisateur, et il y avait aussi un petit livret que voilà. Ils sont trop mignons, nos Blinded. Voilà, là, il y a l'affiche française du 3e film qui se déroule sur un bateau. Je vais essayer de vous montrer quelques pages, peut-être comme ça. Voilà. Un bouquin, un petit livret. Voilà. Je ne peux pas vous montrer toutes les pages. Voilà. Donc, cette édition est devenue très rare. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du premier film, Tombs of the Blinded, un film remarquablement intéressant, autant sur le fond que sur la forme. Car figurez-vous que ce film va explorer principalement 3 grandes thématiques. On va dire le lesbianisme vs l'hétérosexualité, la virginité et la régénérescence par le sang, et la légende des Templiers vs les Templiers morts-vivants, les Blinded. Alors, tout d'abord, Amando de Osorio, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est un réalisateur espagnol. Il est né en 1926 à Coruna, la Corogne, en Galice. Il est mort à Madrid en 2001, à 82 ans. Il est connu principalement pour des films d'horreur. Il a fait des films aussi de vampires, des films de possession, des films érotiques aussi. Il a été actif principalement dans les années 60 et 70, mais quand même il a œuvré dès 56 jusqu'en 85. Et donc ce qui est stupéfiant, c'est que effectivement, comme je vous le disais, la version publique, on va dire, a été très fortement
tronqué, parce qu'il y a des scènes très audacieuses, et il ne faut pas oublier que nous sommes en 1971. Comme je vous le disais dans de précédentes vidéos, les années 70 ont fait montre d'une grande audace sur plein de films extraordinaires. Et celui-ci en fait partie, puisque nous avons dans ce film une scène de lesbianisme, nous avons le sacrifice d'une jeune fille vierge, nous avons une petite fille massacrée, et nous avons tout un tas d'éléments assez stupéfiants, un massacre à la fin. Donc dans la version censurée, les je sais pas moi, 5-7 dernières minutes, il y a carrément un écran noir, on n'entend que le son, comme ça au moins c'est réglé. Dans la version non censurée, on peut voir tout. Donc c'est pas triste, c'est pour ça que ce film aurait pu faire partie aussi de la collection René Château. Alors, Amando de Osorio est un réalisateur très baroque, très original. Il a vraiment une patte, on va dire, une façon de filmer, une façon de raconter les histoires qui lui est propre. C'est vraiment un auteur, un cinéma d'initié. Je le dis souvent, mais les films dont je parle, c'est souvent du cinéma pour connaisseurs, un cinéma d'esthète, un cinéma d'initié. Nous sommes un petit groupe entre nous et on peut se régaler de ce cinéma d'initiés, de connaisseurs. Ce cinéma pour les esthètes du cinéma et de la musique aussi, nous en parlerons. Donc, Amando de Osorio, il manie vraiment la poésie macabre, des images apocalyptiques, et il est teinté d'un onirisme feutré. Un cinéma touché par la grâce de l'ingénuité artisanale. Donc, De Osorio, c'est un orfèvre de l'ombre complètement baroque. Et c'est en cela qu'il est très intéressant. Donc, notre ami Amando de Osorio a fait son premier film sur les Blinded, les Templiers morts-vivants. Il a retravaillé son film, en fait, 3 fois supplémentaires après ce premier essai dont nous allons parler. Il a fait 4 fois un film sur les Blinded. Il était vraiment obsédé par ces Templiers. Et nous allons voir qu'effectivement, la légende des Templiers, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et lui, bien entendu, il a proposé sa version. C'est ce qui est d'autant plus intéressant. L'imaginaire est souvent plus intéressant que le réel. C'est pour ça que le cinéma est là pour nous sortir de ce que vous connaissez par cœur, du côté très prévisible de la vie. Bien. Donc, Tombs of the Blinded, sorti en 1971, s'appelle en français La Révolte des morts-vivants. Aïe, aïe, aïe. Alors là, déjà, on a les affres du marketing, puisque ce titre n'a rien à voir avec l'histoire du film. Ce n'est pas une manif de morts-vivants. On veut du sang. Enfin, vous voyez. Le titre en anglais est sobre. Tombs of the Blinded. Voilà, c'est carré, c'est sobre. C'est très bien, très bon titre. En espagnol, ça s'appelle La Noche del Terror Ciego, qu'on pourrait traduire par La Nuit de l'horreur aveugle. Bon, à peu près. Donc là encore, ça va comme titre. On a eu 100 fois pire, mais le meilleur titre, c'est quand même en anglais. Tombs of the Blinded. Donc, que se passe-t-il dans ce film? Nous avons l'histoire d'un trio entre 2 jeunes femmes qui se retrouvent dans une station balnéaire entre la frontière portugaise et espagnole. Et nous avons donc Elisabeth, Betty, son petit nom, Virginia, qui porte bien son nom, Virginia, virginité, nous allons y revenir, et l'ami de cette dernière qui s'appelle Roger.
Donc l'histoire du film va principalement tourner autour de ce trio. Donc Elisabeth et Virginia se retrouvent dans cette station, elles discutent, et d'emblée, le film nous montre que ces deux filles-là ont eu une relation amoureuse. Alors là, bien sûr, dans la version censurée, on a à peine l'ébauche pour faire comprendre aux spectateurs qu'elles étaient ensemble à l'époque où elles étaient à l'université. Mais dans la version non censurée, bien sûr, Amando de Osorio s'attarde davantage sur cet aspect-là, puisque c'était typique de ce côté érotique, un érotisme suave des années 70 avec des films comme Histoire d'eau, Emmanuel, Lisa. Et puis vous aviez aussi au début des années 80 des films aussi, genre Premier Désir, ou les films avec Brigitte Lahaie, ou bien un film comme Patricia d'Anne Pario, Un voyage vers l'amour ou un titre du style. Bref, donc c'était très courant dans les années 60, il y a eu aussi, hein, au Japon notamment, mais enfin en gros entre 60 et 80, il y avait toute une mode c'était très courant d'avoir des passages érotiques. Bon, alors là, Amando de Osorio, qui est aussi qui mange un peu à tous les râteliers, on va le voir dans le film. D'emblée de film, nous titille avec ces deux femmes qui ont eu une relation, qui se retrouvent comme ça quelques années après. Et donc, le film n'apporte pas toutes les explications. On ne sait pas si elles sont toujours homosexuelles ou pas. Il y a une ambiguïté, puisque Virginia a un ami, Roger, ils sont présentés comme amis, donc pas ensemble. Et lui, bah, il a l'air comme ça, très sympathique, il propose aux deux femmes d'aller faire une balade. Donc c'est ce qu'ils vont faire dans un train, ils prennent le train pour aller se balader dans la campagne espagnole. Et là, comme notre ami Roger semble très intéressé par l'ami de son ami, donc intéressé par Elisabeth, il commence à y avoir un petit jeu de séduction entre les deux dans le train, et Virginia, elle va se sentir tout de suite exclue, jalouse, fâchée. Elle est fâchée, elle se barre, elle s'est barrée. Donc elle descend, elle s'en va, elle descend du train, elle saute du train, qui roule pas très vite, hein, il fallait faire attention aux acteurs. Elle s'échappe, elle descend, malgré que ses deux amis l'appellent. Donc là, il y a une première séparation. Et donc notre chère Virginia va atterrir dans le village médiéval de Berzano, qui n'existe pas dans la réalité, mais dans le film, il est très beau. Un village abandonné, dont voici un extrait. Donc, dans cet extrait, nous voyons la très belle Maria Elena Arpon. Ah là là,
quelle belle actrice magnifique, qui explore ce village. Elle regarde un peu à droite à gauche, elle voit les tombes. Un cimetière avec des tombes un peu étranges. Bon, ça ne l'effraie pas plus que ça. Elle va s'installer dans ces ruines pour camper, pour dormir. C'est l'aventure, c'est les années 70, c'est magnifique. Et bien évidemment, les Blinded vont se réveiller. Ils vont avoir l'appel du sang, le sang de la Vierge, puisque donc, à ce stade du film, et même tout le reste du film, on suppose que Virginia est vierge au sens du coït entre un homme et une femme. Donc, c'est l'astuce de Osorio pour dire que les Templiers morts-vivants vont se réveiller. Et c'est l'objet de ce deuxième extrait que voici. Donc voilà, les Blinded se réveillent, ils vont aller chatouiller Virginia, ils vont aller la voir. Alors on voit ces Blinded, ils ont un look incroyable, avec des toges, ils sont des chevaux. Alors il faut voir la logistique quand même dans ce film pour des acteurs déguisés, enfin des acteurs grimés en templiers morts-vivants avec des chevaux qui ont aussi une espèce de toge. Tout est poussiéreux comme ça. Ils sont particulièrement bien réussis, nos templiers morts-vivants. Ils ont même une petite barbichette parfois. Ils sont vraiment trop choux. Et donc, ils vont commencer à venir comme ça. Alors, bien entendu, Osorio, les films au ralenti, ce qui augmente le côté étrange et ça donne l'impression que ces Blinded vivent dans leur monde à eux, dans une autre époque, même s'il y a un lien entre le passé et le présent, ils viennent perturber l'actualité, le présent du film 1971, mais ils sont comme ça, ils sont dans un autre temps,
ils arrivent, ils débarquent, ils vont créer, ils vont créer du désordre et ils vont courir après la très belle Maria Elena Harpon, Virginia, qui est donc la Vierge, qui va être sacrifiée. Et naturellement, alors il y a très peu de distance géographique, quasiment rien, puisque le cimetière est dans le village médiéval, mais Amando de Osorio, c'est aussi ce qui fait son grand intérêt, s'affranchit de cette logique et de nombreuses autres logiques. C'est ça qui est formidable aussi dans les films où il y a de l'audace, où on casse les codes un peu, on crée des choses, on s'affranchit. Donc les Blinded n'ont pas besoin de chevaux pour rejoindre Virginia qui campe très innocemment dans les ruines, mais ils vont venir en chevaux quand même, et voilà, ils s'achevauchent au ralenti, et ils vont venir voir Virginia. C'est l'objet de cette troisième vidéo que voilà. Donc Virginia s'échappe. Et là, nous avons aussi ce chevauchement au ralenti. Donc Virginia prend un cheval, elle trouve un cheval, et du coup, elle est aussi dans cette dimension autre qui est celle des Templiers. Et nous avons cette scène apocalyptique, comme ça, que l'on voit plusieurs fois dans le film, qui est extraordinaire. L'image est extraordinaire entre le crépuscule et l'aube. Les Templiers vont poursuivre Virginia. Ils vont l'attraper et là, malheureusement pour elle, on le voit par la suite, elle va être en quelque sorte vidée de son sang. Voilà, les Templiers s'abreuvent du sang de la Vierge, de Virginia. Les Blinded. Donc, ensuite, nous avons les deux amis de Virginia qui s'inquiètent de son absence. Ils vont arriver, en cogitant, ils vont arriver dans ce village médiéval abandonné, Berzano, et ils vont chercher leur ami, tout simplement. Mais où est donc Virginia? Et là, ils tombent sur des policiers qui leur disent que leur ami est décédé. Et ils font une enquête. On retrouve une scène assez cocasse avec un médecin qui fait des hypothèses en disant que peut-être elle a été dévorée par des animaux, ou bien peut-être c'est un rite. Enfin, lui, il dit que c'est un rite, parce qu'il dit que ça ne peut pas être des animaux, en fait. Donc, intéressant. Ensuite, nous avons une scène stupéfiante. C'est que à la morgue, enfin, il y a plein de choses stupéfiantes dans ce film. Je ne peux pas vous parler de tout, mais de quelques-uns des éléments, et notamment le fait que Virginia va se transformer à son tour en morte-vivante. Et oui, donc elle va attaquer le croque-mort. Ça, c'est une scène assez cocasse, un croque-mort qui est assez vicelard, qui, au moment de la reconnaissance du corps, de son corps à elle, va faire une farce auprès donc de Elisabeth et Roger, ses amis, en découvrant un cadavre d'une vieille dame. Et donc il se fait sermonner par le médecin et ensuite il découvre le cadavre de Virginia. Donc plus tard, Virginia va se réveiller, elle devient une morte vivante à son tour, malgré le maquillage zombiesque, entre guillemets, elle reste très belle. D'ailleurs, même les gars qui portent son corps disent « Ah, celle-là, c'est phénoménal », comme ils disent en espagnol. Bon.
Donc, Virginia, transformée en morte vivante, va aller elle va attaquer le croque-mort. Et comme Elisabeth travaille dans un atelier de réparation de mannequins, donc les mannequins qui sont dans les magasins en caoutchouc, en fait, Elisabeth travaille dans la restauration et la création de ces mannequins qu'on voit donc dans les magasins. Qui n'a pas cauchemardé quand il était enfant sur ces mannequins qui ressemblent à des êtres humains, hommes ou femmes, et qui sont figés et effrayants. Quand on est enfant, on peut cauchemarder là-dessus. D'ailleurs, les films d'horreur ont capitalisé sur cet aspect effrayant. Je vous en ai parlé dans Maniac, où là, nous avons les mannequins version caoutchouc et aussi un peu les mannequins version femmes, vraies femmes, qui font des défilés de mode et qui sont très belles. Mais là, nous avons ces mannequins. On les retrouve aussi dans Peur sur la ville d'Henri Verneuil en 1975 avec le fabuleux Jean-Paul Belmondo. On les retrouve aussi dans Tourist Trap de David Schmoller en 1979. Quel chef-d'œuvre extraordinaire! Et on les retrouve aussi, par exemple, dans un épisode de Twilight Zone en 1959 en noir et blanc qui s'appelle Le 9e étage. Cette histoire mystérieuse où une jeune femme découvre qu'il y a un étage fictif dans lequel les mannequins, des mannequins donc en caoutchouc ou dans les matières de l'époque, deviennent vivants et ils ont une vie propre. C'est génial. Toute la série est phénoménale, je vous la recommande. Donc, Amando de Osorio, en 71, est presque un précurseur, parce qu'il y a eu Twilight Zone avant lui, mais avant Peur sur la ville, avant Tourist Trap, il nous montre un atelier avec des mannequins, et c'est toujours un peu mystérieux ces mannequins. Alors il y en a qui sont faits, d'autres qui sont en pièces détachées. Virginia, en mode morte vivante, se pointe là-dedans, et elle va attaquer l'assistante d'Elisabeth. Elisabeth n'est pas là à ce moment-là, mais il y a une charmante assistante qui l'aide à cette création de mannequins qui va se faire attaquer. Cette assistante va se défendre et notre pauvre Virginia va être brûlée vive. Donc elle est morte vivante, mais elle va être brûlée vive parce que c'est le résultat de l'affrontement entre ces deux femmes, entre la femme, l'assistante d'Elisabeth et Virginia. Donc en fait, quelque part, on a un petit clin d'œil à Jeanne d'Arc, si on y réfléchit, puisque Jeanne d'Arc, c'est la Vierge brûlée. Et d'ailleurs, si on se rappelle du film de Luc Besson, qui est un réalisateur capable du pire, mais qui a fait aussi des films extraordinaires, comme Subway. Subway est vraiment son chef-d'œuvre. Et dans Jeanne d'Arc, il y a une scène assez cocasse où, à un moment donné, il faut vérifier que Jeanne d'Arc est vierge. Alors, il y a la mère supérieure qui dit « Moi, je vais vérifier. » Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers Jeanne d'Arc, elle regarde ses jambes, si j'ose dire, son entrejambe. Alors, bien entendu, on voit la scène, mais pas au sens anatomique du terme, bien entendu, sinon ça aurait été censuré. Et elle dit péremptoirement « Jeanne d'Arc est vierge ». Voilà, petite parenthèse sur le Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est assez marrant. Et la musique d'Éric Serra, d'ailleurs. Donc, notre Virginia finit brûlée vive, elle disparaît de cette manière. Donc, ensuite, Elisabeth Petty et Roger vont continuer leur enquête. Ils vont tomber sur un savant qui travaille dans une bibliothèque et le savant va leur raconter la légende des Templiers. Ils vont raconter à ce savant ce qui est arrivé à leur ami et ils veulent des explications. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que lui est-il arrivé. Nous, les téléspectateurs, les spectateurs, nous savons, mais les personnages ne savent pas, ils ont des doutes, ils ont été voir le village, ils l'ont visité. Bon, ils ont vu qu'il y a une tombe de Templiers. Bien.
Et le savant dit, bah, je vais vous raconter, je vais vous expliquer, les Templiers, ils sont revenus. Voilà, les Templiers ont besoin de sang de vierge. Alors, une séquence du film très importante, qui est à peu près au milieu du film, où là, il y a aussi une différence majeure entre la version censurée et la version non censurée, puisque dans la version censurée, nous voyons la scène qu'il y a au milieu du film, de la version non censurée, elle a été mise au début du film, c'est-à-dire une scène où les Templiers sacrifient une vierge pour s'abreuver de son sang. Une vierge pas du tout consentante, bien évidemment. Donc cette scène, dans la version censurée, elle est au milieu du film. Dans sa version non censurée, elle est assez remarquablement percutante quand même, puisque nous voyons donc ces Templiers à l'époque médiévale, donc en être humain, pas zombie, pas mort-vivant, pas encore, qui attrapent cette jeune fille et ils l'attachent et puis ils font une espèce de messe en disant voilà, grâce à son sang, nous allons survivre au-delà de la mort. Donc ils l'attachent, ils la dénudent et avec leurs épées, ils l'entaillent sur tout le corps et ensuite ils vont se jeter sur elle et la vider de son sang, comme ils font après, enfin avant dans le film, avec Virginia, mais en version mort-vivant. Bon. Donc, dans la version censurée, cette séquence a été mise au début du film, comme introduction, mais très censurée, c'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose, tandis que dans la version non censurée, elle est au milieu du film, quand Betty, Elisabeth et Roger vont voir le savant qui leur raconte l'histoire des Templiers. Alors, entre parenthèses, les Templiers, dans l'histoire officielle, étaient un ordre religieux et militaire qui a vécu en gros entre 1100 et 1300. Donc, ces Templiers étaient là pour protéger les pèlerins qui allaient sur la tombe de Jésus, le sépulcre, on appelle ça le sépulcre de Jésus. Donc leur rôle, c'était de protéger les pèlerins qui allaient se recueillir sur la tombe de Jésus à Jérusalem. Mais disons que très rapidement, comme c'était prévisible, ces Templiers, donc dans l'histoire officielle, se sont, disons, transformés très rapidement en mercenaires, ce qu'ils étaient au départ, en fait, parce qu'ils n'étaient pas du tout croyants, en fait. C'était des profanes, c'était des mécréants. Ils ne croyaient pas vraiment en Jésus, en la religion catholique, et très vite, ils se sont transformés en mercenaires. Voilà, en bande de mercenaires qui roulaient pour eux-mêmes, en fait. D'ailleurs, le pape s'en est affranchi à un moment donné en leur disant, en gros, « Bemerden Sie sich ». Moi, je me dissocie de votre œuvre et de votre ordre. C'est pour ça que les Templiers se sont transformés en mercenaires. Vers 1300, ils ont été condamnés par l'Église, par certains rois, pour chasser, massacrer, torturer. Voilà. Et l'ordre a été presque entièrement dissous. Il y a quelques factions qui sont parties dans tel ou tel pays d'Europe. Mais globalement, ils ont été désintégrés. Et dans le film, le savant raconte l'histoire, une version de Amando de Osorio, c'est ça qui est très intéressant. Les deux sont intéressants en fait, l'histoire officielle et l'histoire inventée par Amando de Osorio qui dit que les Templiers, ce qui n'est pas faux, ça aurait pu arriver finalement, se sont penchés vers le diable. En fait, il a fait une excroissance de ce qu'ils auraient pu devenir. On ne le sait pas. De toute façon, l'histoire, c'est des hypothèses, c'est du travail, c'est de la recherche. C'est une recherche constante pour essayer de s'approcher le plus possible de la vérité. C'est ça le travail des historiens. Et donc, ces Templiers, dans le film de Amando de Osorio, se tournent vers le diable, évidemment.
puisque nous sommes dans un film d'horreur, et ils se tournent vers un mysticisme noir, et donc le sacrifice des vierges, parce qu'ils veulent survivre au-delà de la mort. Et dans l'histoire du film, ils sont condamnés pour ça, à un moment donné, pour ce genre d'acte peu recommandable. Donc ils sont pourchassés aussi, comme dans la vraie histoire officielle. Ils sont pendus, des oiseaux, des corbeaux mangent leurs yeux, c'est pour ça qu'ils deviennent blind, dead, aveugles, et ils sont pendus. Voilà. Donc, Elisabeth et Roger apprennent cette histoire stupéfiante. Ils disent ah bon alors et donc le savant leur dit bah oui les Templiers sont de retour. Voilà donc ils mettent du désordre. Donc votre ami malheureusement est tombé sur eux. Donc voilà. Bon. Ensuite, nous avons donc le savant. Il y a la police qui arrive à ce moment-là pour dire ouais ok on a entendu toute l'histoire, c'est intéressant, mais nous on croit à quelque chose de plus prosaïque. Il y a une bande de malfrats dans le coin qui fait du trafic. Ce n'est pas précisé quoi exactement dans le film, c'est pas tellement le sujet du film. Avec Pedro qui est un autre personnage, qui est le voyou du film. Donc Roger va aller voir ce voyou Pedro qui est à la tête d'une bande de malfrats. Et là aussi, il y a une scène d'amour entre Pedro et sa fiancée qui a été censurée dans le film officiel. Et surtout, donc, Roger va essayer de convaincre Pedro de l'aider pour aller retourner dans le village médiéval, Berzano, pour déceler le mystère, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bon, c'est peu crédible, mais c'est pas grave. L'histoire se déroule, c'est intéressant quand même. Donc, Pedro va venir et il va essayer d'aider. Il accepte d'aider Roger. Bon. Et donc, ils vont retourner dans le village médiéval. On se retrouve dans la nuit, bien évidemment. Et là, il se passe une scène aussi qui a été censurée, puisque nous voyons un viol. Pedro, qui a un esprit de voyou et qui se retrouve avec Elisabeth, à un moment donné, tous les deux, pour aller se balader le temps que les Blinded reviennent. Pour l'instant, ils ne reviennent pas. Donc... Elisabeth se confie à lui. C'est un voyou, elle se confie. Voilà. Elle ne se confie pas à Roger, qui lui, s'intéresse sincèrement à elle, qui veut sans doute faire un couple. Voilà. Elle se confie à Pedro. Donc elle lui dit, bah oui, moi j'ai jamais couché avec un homme. Elle dit pas, je suis homosexuelle, j'ai eu une relation avec une femme, ou je suis lesbienne. Elle ne dit pas ça, elle dit... je n'ai jamais fait l'amour avec un homme. Alors Pedro, qui lui a une mentalité de voyou, il dit je vais remédier à cela. Et en réalité, on comprend qu'il a une mentalité de voyou, donc il dit ce qu'il va faire, et il dit je vais t'aider. Donc là, on assiste à une scène de viol qui a été censurée dans la version officielle, que l'on voit dans la version non censurée du DVD. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on voit de manière très parlante que dans les années 70, l'homosexualité était un sujet extrêmement sulfureux et teinté de scandale. Ça paraît incroyable à notre époque, quoique, à mon sens, ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là. Puisque il était courant dans les années 70, que moi j'ai vécu presque entièrement, il était courant de croire qu'on pouvait transformer un homosexuel, homme ou femme, en lui faisant connaître le coït
classique entre un homme et une femme, ce qui est bien sûr une absurdité, et c'était complètement illusoire. Puisque si je veux m'attarder un peu sur ce sujet, pour tenter d'expliquer l'homosexualité, on peut dire que l'homosexualité, cela se décide entre 0 et 7 ans, et c'est un processus d'identification, principalement, d'appropriation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'une personne qui va devenir homosexuelle? En gros, on peut dire que un garçon, par exemple, s'identifie à sa mère majoritairement ou à des figures féminines. On va dire plus simplement, il s'identifie à sa mère. Donc, il voudra être aimé, entre guillemets, comme une femme. Donc, être aimé par un homme. Et de la même manière, chez une femme homosexuelle, nous avons une fille qui s'identifie majoritairement à son père. Donc, elle voudra être aimée comme un homme et donc être aimée par une femme. Voilà ce qui se déroule dans l'esprit d'une personne homosexuelle. Naturellement, cette personne n'a aucun contrôle là-dessus. C'est un processus totalement inconscient. Vous êtes hétéro, vous êtes homo, c'est un pur hasard. Vous ne décidez de rien. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Et c'est la même chose pour tout un tas d'autres phénomènes psychiques. Donc, pour résumer, on pourrait dire en quelque sorte que si vous avez une femme, c'est comme si vous avez une femme dans un corps d'homme. Ça, c'est les homos garçons. Et c'est comme si vous avez un homme dans un corps de femme. Pour les homos femmes. Voilà. Donc, on pourrait dire encore sur les homos que ce sont souvent des gens très brillants intellectuellement, supérieurement intelligents, parce que justement, cette différence fondamentale dont ils ont hérité par hasard, par pur hasard, et quoi qu'on en dise, c'est une différence très minoritaire. Ça, c'est une vérité. Donc, ils ont hérité de cet aspect très minoritaire. Ça les pousse à réfléchir parfois plus que les hétéros, à développer la cognition plus profondément parce qu'ils veulent comprendre, parce qu'ils veulent savoir pourquoi eux, pourquoi ça leur tombe dessus. Donc, ils ont hérité, ce phénomène les a contraints à précocement et profondément réfléchir au sens et au pourquoi des choses, parfois plus que les hétéros. C'est pour ça que très souvent, ce sont des gens très brillants intellectuellement. Mais par contre, on peut dire que cette capacité cognitive profonde, elle a un coût également. Elle a un coût parce que très souvent, une partie des homos, pas tous, mais une partie, ont un esprit revanchard. Ils embrassent un esprit de revanche, de vengeance, en agissant, en devenant une minorité très agissante, en utilisant cette intelligence supérieure pour se complaire dans la victimisation, ça c'est un fait, et aussi pour œuvrer à la discorde entre les sexes. Autrement dit, à œuvrer à la discorde entre les hétéros. Et ça, une partie d'eux font ça, c'est très dommageable. C'est très dommageable. Mais, voilà. Donc, si on revient au film, Pedro, lui, qui agit comme un voyou, il dit, bah, moi, je vais t'apprendre. Donc, il viole Elisabeth, ce qui est infiniment regrettable, c'est un crime. Mais bon, on est dans un film. Armando de Osorio mange un peu à tous les râteliers, horreur, érotisme, provocation de toutes sortes. Et voilà, alors on voit qu'elle, dans la version censurée, on voit qu'elle reboutonne, on voit juste qu'elle reboutonne sa robe, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, ou peut-être on peut le supposer. Bon,
Les Blinded vont se réveiller. Alors cette fois, il n'y a plus de vierge. C'est pour ça aussi que Amando de Osorio s'affranchit. Les Blinded se réveillent quand il y a une vierge, mais après ils se réveillent aussi, même s'il n'y a pas de vierge. Ils vont semer le chaos et l'horreur. Ils vont tuer tout le monde, sauf Elisabeth, c'est la seule qui va s'en sortir. Pedro est tué, donc peut-être que Amando de Osorio veut montrer ce côté punitif des années 70 à l'endroit des homosexuels, mais en même temps, il le condamne aussi, puisque donc Pedro se fait liquider. Roger se fait liquider aussi, peut-être que c'est pour dire qu'il aurait dû être près d'elle, insister pour dire non, c'est pas toi, Pedro, le voyou qui va aller avec elle, c'est moi, moi je m'intéresse à elle, je veux la protéger, si elle veut, je veux être près d'elle, voilà. Peut-être, c'est une supposition de ma part. Et donc, le film se finit en bain de sang avec les Blinded se réveillent, ils tuent donc un peu presque tout le monde, sauf Elisabeth. Ils vont aller dans le train, le fameux train qu'on voit au début du film où il y a notre trio, et ils vont massacrer tout ce qui bouge. Elisabeth va réussir à s'enfuir, mais les Blinded vont rentrer dans les wagons du train et avec leurs épées, ils vont massacrer tout le monde. Et on voit même donc une petite fille se faire massacrer avec du sang. Et donc là aussi, une scène très provocatrice qui a été censurée aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été censurées dans ce film, à tort ou à raison. À tort parce que l'œuvre, c'est important de voir dans cette édition DVD l'œuvre, l'intention du réalisateur. Voilà. C'est très bien ce genre d'initiative parce que d'ailleurs Blue Underground a sorti tout un tas de films, Mark of the Devil dont je vous parlais dans une précédente vidéo et des tas d'autres en version intégrale et ça c'est bien, voilà. Parce qu'il y a toujours cette idée qui est très contemporaine, qu'on est tous des enfants et qu'il faut nous protéger alors qu'on a un esprit d'adulte, on a un cerveau, on peut réfléchir, on peut avoir de la distance, on peut très bien distinguer l'irréel, l'imaginaire du réel. Voilà, on sera bien sage dans nos vies, dans notre travail, avec nos proches, et avec nos compagnes, etc. Et il y a un film, voilà, un film, bon sang, un film, donc l'intention de l'auteur. Donc voilà, le film se finit comme ça, donc les Blinded vont massacrer, tout ce qui bouge, le train arrive en gare, Elisabeth s'en sort, elle arrive à s'enfuir. Elle est aussi dans le train, mais elle est à un endroit du train sur une espèce de tas de charbon où bah, du coup elle est pas accessible aux Blinded, donc elle s'en sort, voilà. On voit une scène finale où des voyageurs innocents et ingénus arrivent comme ça, ils ouvrent un des wagons et ils tombent sur les Blinded en plein massacre et puis ça se finit comme ça, on voit Elisabeth qui hurle et le film se termine comme ça. Se finit un peu en queue de poisson, mais ça n'a pas d'importance, ça reste un film vraiment intéressant, très intéressant et remarquable pour toutes les raisons évoquées. Donc, voilà, nous avons un film très intéressant, Tombs of the Blinded, qui survole des thématiques horrifiques, historiques, mythiques, un peu d'érotisme, de la provocation. Et, pour terminer, nous avons dans ce film une musique de Anton Garcia Abril, qui est un compositeur espagnol, 1933-2021, qui était aussi un professeur de musique. Je vais vous montrer une BO que j'ai de lui. Voilà, ce qui est un film italien qui s'appelle 4-3-2-1 Morte. C'est Peri Rodan. Voilà, une superbe, sublime musique de Anton Garcia Abril en compagnie de Marcello Giombini qui est un compositeur italien. Donc nous avons un compositeur espagnol et italien. Pour Tombs of the Blinded, Anton Garcia Abril, qui était un professeur de musique, nous a fait une musique
d'incantations avec des chœurs d'hommes, comme une procession sectaire. Voilà, avec les blinded qui psalmodient, d'obscurs sorts et incantations, une musique de suspense avec de l'orgue, des percussions, des bruitages, des timbales et un bruit de criquet avec des gongs. Donc ça fait boing. C'est très original. Alors, officiellement, cette musique n'a pas été éditée à part un 45 tours qui est sorti on ne sait pas quand, même Discog ils savent pas, avec 2 thèmes du film et un thème d'un autre film. Et il y a eu aussi en 2014 un maxi avec un thème de chacun des films de la quadrilogie de Amando de Osorio. Voilà. Mais officiellement, il n'y a, à part ces 2 disques un peu ovni, il n'y a pas eu vraiment d'édition officielle de cette musique de Anton Garcia Abril. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Merci infiniment aux personnes qui me suivent. Merci aux autres. Et à très bientôt.